la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Salut à tous, bienvenue, bonjour. Si vous nous rejoignez, je suis avec le Rav David Mamou, une personnalité, vous allez voir, pour son programme Tikva. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Merci à vous. On est ravis, en plus on vous a fait attendre. C'est pas grave. C'est pas grave, vous nous en voulez Ça pas. fait 2000 ans qu'on attend pour venir en Israël, alors 1 heure, c'est pas grand-chose sur 2000 ans. Ok, alors Rav, avant de parler de votre programme qui existe déjà depuis 14 ans, un programme d'intégration pour des jeunes en provenance de France, j'aimerais revenir un petit peu sur votre vie parce que lorsqu'on éduque des enfants ou des adolescents, comme c'est votre cas, on aime bien savoir à qui on a affaire et vous êtes une personnalité riche, vous avez fait plein de choses et ça nous intéresse. Donc juste un petit retour arrière, Tout à fait. vous ne venez pas d'une famille religieuse? C'est ça. D'abord, c'est Enfin. important. Non, c'est Manitou, il avait l'habitude de nous enseigner quand j'ai commencé à étudier avec lui à Montreux. Il nous avait enseigné ou Aya Omer. Alors il me demandait, David, comment tu traduis ça? Alors quand je faisais une traduction un peu consistoriale, il disait, il tapait sur la table, il me dit non, il n'y a pas écrit ça. Alors je regarde mes copains, qu'est-ce qu'il veut dire? Ou Aya Omer, il disait non. Il nous aidait, il nous enseignait ou Aya Omer ou Aya Maché Omer. Le Rav, il devait être ce qu'il enseigne. Donc en fait, c'est pour ça peut-être qu'on va commencer par rapport à ça. Je viens d'une famille effectivement traditionnaliste qui sont venus d'Afrique du Nord. Je suis un mois avant ma naissance de Tunisie. Je suis né à Issy-les-Moulineaux en France. J'ai grandi en banlieue parisienne dans le 94. J'ai eu le mérite de faire Jules Curie, Paul Langevin et Romain Roland. Vous allez sûrement rappeler des souvenirs à beaucoup. Tout à fait, la bonne banlieue parisienne des cités HLM parisiennes. Il faut juste parler un petit peu plus près du micro. Voilà. À ma bar mitzvah, on m'a emmené au Kotel pour rencontrer un homme qui était censé être mon tonton. Il s'appelait le Rav Gez, qui était le Rav du Kotel. Et c'était effectivement le frère de ma grand-mère. Et j'arrive à le voir. Il y avait une très belle table. Il faisait très chaud ce jour-là, comme un peu aujourd'hui à Jérusalem. Et on m'a dit que je suis le Khatan Bar Mitzvah. Je ne voyais pas de Khatan parce que je n'avais pas compris que c'était de moi qu'on parlait. Moi, je voulais m'asseoir avec tout le monde et commencer à prendre l'orgeat, la limonade et tout. Et il me dit non, toi, tu viens avec moi, on va discuter de ta Bar Mitzvah. La vérité, Tata Esther était plus attirant que le rabbin avec la barbe que je ne connaissais pas, que c'était la première fois de ma vie que je le voyais. Et il m'a pris dans son bureau qui s'appelle aujourd'hui Minarot à Kotel. On a été, je l'ai suivi, on a discuté. Et en fait, il a discuté avec moi, je l'ai écouté. Et au bout d'1 heure, on est ressorti. J'ai eu le droit à un peu de gâteau pour ce qui restait. Et j'ai compris une chose, que je n'ai rien compris. C'est la première fois de ma vie que j'ai compris que j'ai rencontré quelqu'un qui parlait de choses qui étaient énormes. Et il m'a ouvert en moi la volonté d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire. Quand je suis rentré à Paris, après, j'étais au Talmud Torah de Vauclin. Et j'ai raconté que mon oncle il m'a fait la bar mitzvah. Et tout le monde me dit, mon oncle, c'est le pape. Alors j'étais avec ma photo de bar mitzvah où il y avait la photo du Rav Gez pour prouver à tout le monde que c'était vraiment le rabbin du Kotel qui m'avait fait la bar mitzvah. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait à essayer. On m'a dit, mais c'est un kabbaliste. Je ne savais pas c'était quoi la Kabbalah. Je ne savais même pas c'était la Mishnah ou la Torah orale. Donc vous comprenez que la Kabbalah, j'étais très loin de tout ça. Donc j'ai dit, si j'avais un nom comme ça, il fallait que je comprenne ce qu'il voulait me dire. Et cette année de 3e, j'ai commencé à rechercher en fait toutes les explications que j'ai eues dans les Minarot à Kotel, qui me parlaient du Mikdash, qu'il a retrouvé les objets du premier temple, des choses qui étaient à l'époque du chinois pour moi. Et j'ai décidé d'abord, au Talmud Torah, j'ai réussi à avoir le premier prix des Talmud Torah de Paris, le prix Ernest Gonem, et là, j'ai commencé à fréquenter un mouvement de jeunesse qui était le Ben Akiva. Parce que j'ai cherché en fait cette identité juive et essayé de comprendre tout ça. Ça vous a réveillé. Voilà. Alors après le Ben Akiva, vous atterrissez à Montreux. On ne va pas tout raconter. Grâce à juste une petite anecdote que vous m'avez rencontrée hors antenne que je trouvais vraiment trop mignonne et qui en dit long sur votre personnalité. Vous avez écrit au Rav Bochko après tout, puisque ça coûtait cher d'aller à la Yeshiva. J'avais été accepté effectivement en 6e à Yavne. J'aurais pas dû aller à Romain Roland. Mais comme on a vu le prix de la scolarité d'une école juive, ça coûtait cher. On était 3 enfants, c'était pas possible. Okay. Donc là, tous mes copains du Bnei, ils étaient à Montreux. Ils m'ont dit, écris au Rav, il est sympa, il est cool, il va t'aider. Donc vous écrivez au Rav Bochko. J'écris une lettre, je me rappelle, c'était le week-end du 11 novembre. J'ai dit bonjour, je m'appelle Didier Mamou, je suis juif tunisien, j'adore Enrico Macias et je voudrais étudier dans votre école. Si vous ne m'acceptez pas, parce que mes parents n'ont pas d'argent dans votre école, tout le Chilul Shabbat que je ferai jusqu'en terminale, il sera sur votre tête.
Ça a dû lui plaire, ça. Et j'ai reçu 2 lettres. Une lettre à moi, une lettre à mes parents. Une lettre à moi en me disant qu'il a beaucoup aimé mon franc-parler et ma volonté d'étudier à Torah, que j'étais accepté à la yeshiva, mais qu'il ne voulait pas discuter d'argent avec ses élèves. Et pour lui, je devais réussir mon passage en seconde et rentrer chez lui. Et à mes parents, votre fils nous a très bien expliqué votre situation financière. Voilà le prix de la yeshiva, qui était 3 fois le prix d'Yavne, parce qu'on était nourri, logé, blanchi. En Suisse, à l'époque, il y avait le contrôle des champs, on n'avait pas de shrita. Mais comme vous n'avez pas d'argent, vous pouvez payer ce que vous voulez, quand vous pouvez. Et jusqu'en terminale, vous n'aurez jamais eu de relance financière. Et grâce au Rav Bochko, j'ai pu rentrer dans le monde de la Torah. Et après, j'ai fait 15 ans de yeshiva, un peu grâce à lui. Alors ensuite, vous avez fait votre alia. C'est ça. Il m'a lui-même dirigé sur Alon Shut. J'ai étudié à la yeshiva d'Alon Shut à Retzion pendant 10 ans. Là-bas, j'ai fait ma formation d'enseignant. Et j'ai commencé aussi à enseigner dès que je suis arrivé la 2e année dans les écoles israéliennes. J'ai fait toutes les classes du CP jusqu'en terminale. Et puis, vous avez eu des fonctions quand même importantes au sein du gouvernement d'Israël, puisque vous avez dirigé le service des conversions d'Israël. Ce n'est pas rien. Pendant 7 ans. C'est ça. Pendant 7 ans, quand je suis suis Ça a dû être rock'n'roll, on va dire. C'était un peu Indiana Jones, la vérité. Non, c'est vrai, parce que en dehors le gros travail, c'était les Russes et les Éthiopiens. Ça veut dire c'était la routine, c'était facile. Mais à côté de ça, j'ai eu des Bnei Ménaché, il fallait voyager en Inde, il fallait se remonter dans des contrées complètement perdues. Il a fallu que Vous avez dû adorer ça. J'ai adoré, j'adore toujours. C'est pas au passé, c'est au présent. Mais vous êtes parti pour divergence de vue, on va dire, avec le Premier ministre. Avec Ariel Sharon. Tout à fait. Et là, je me suis dit qu'il fallait que je revienne un peu sur ma communauté, parce que je m'étais occupé des Incas, des Andes, j'étais voir au Panama, dans tous les pays du monde, en fait. Et je me suis dit qu'il y a une communauté qui est égarée, qui n'est pas une tribu perdue, parce qu'on sait qu'elle est juive, elle, c'est les Juifs de France. Et il a fallu, je suis retourné un peu à la maison, et j'ai décidé de revenir un peu à ma fonction première, pas de rabbin, mais de pédagogue. Et j'ai créé ce programme Tikva, qui est un programme de Mechina, qui permet d'apprendre des enfants qui finissent le baccalauréat, qui ont encore toute cette mentalité, comme moi je l'avais aussi au début, qui était complètement française, européenne. Moi j'appelle ça la mentalité de Esav. Et devenir un Hébreu, un Israélien, c'est pas on arrive, on reçoit une Théodat Zout et on veut rentrer à l'armée qu'on peut s'intégrer. Il y a toute une préparation avant. Alors on peut dire que grâce à Ariel Sharon, puisque vous avez quitté le gouvernement, vous êtes, enfin pas le gouvernement, mais disons un service d'État, vous avez créé Tikva. Voilà, et c'est un peu l'objet de notre émission. Voilà, mais on voulait quand même savoir qui se cachait derrière Tikva. Donc, c'est un programme qui existe depuis 14 ans. C'est un programme préparatoire à l'entrée à l'université ou autre, puisqu'on peut aussi, après Tikva, faire l'armée, j'imagine. Non, ils font tous l'armée. En général, oui, mais les filles rentrent peut-être... Alors, ça dépend. D'abord, on a un programme qui est mixte, ça aussi. Si on voit tous les programmes d'Alia, Baruch Hashem, il y a énormément de très bonnes yeshivot, chacun en fonction de ses idées, sa hashkafa, des midrashot ou des séminaires, chacun voit ça comme il a envie. Il y a aussi les mechinotes au sein des universités, des années préparatoires sont des programmes laïques. Mais, tout à fait, il y a plein de programmes. Ce que je trouvais qui manquait dans cette constellation, c'était la suite des écoles juives, telles que moi que je connaissais bien, c'était Maïmo ou Lucien de Hirsch. Oui, Maïmo que vous avez dirigé, on ne l'a pas raconté, mais bon, entre autres. Donc je voyais que beaucoup d'enfants qui étaient venus chez moi, il y en a même qui ont fini aujourd'hui, qui sont des rabbinim dans des écoles, ils étaient à Maïmonide. Ils étaient des élèves tout à fait communs. Et dès qu'on arrive à discuter avec eux, on arrive à leur montrer une Torah d'Eretz Israël, tout d'un coup, les choses changent. Tout change. Alors justement, ce programme Tikva, vous l'avez dit, est mixte. Alors c'est très intéressant. Mais pourquoi c'est dur ? C'est dur parce que d'abord, c'est passionnant. C'est pas intéressant, c'est passionnant. Mais en tant que Rav, avoir un programme mixte, je pense que c'est une étape, surtout pour beaucoup de jeunes de la communauté juive de France, qui est obligatoire. Disons que c'est un peu compliqué, j'imagine, lorsqu'on a grandi soit dans des écoles de la République, on n'est pas forcément religieux, mais on s'intéresse à Israël, on cherche un programme, de se dire aller dans un programme non mixte, ça donne pas tellement envie, a priori. Ça fait peur. On se dit, mais attends, moi je mets des pantalons, je suis pas religieuse, j'ai rien à voir avec ça. Alors c'est pour ça que moi je montre toujours mon exemple et je leur dis, vous voyez, moi aussi j'étais comme vous et peut-être j'étais pire que vous et regardez où je suis aujourd'hui. Donc très souvent ils me demandent comment je dois m'habiller. Je dis, c'est dommage que tout le judaïsme, c'est vrai qu'en France on conditionne être juif, c'est la cacheroute et c'est les habits. Baruch Hashem, la Torah, elle propose d'autres options. Beaucoup d'autres choses. Et comme je dis aux élèves, ils me demandent quelle est la longueur de la jupe. J'ai dit, on ne va pas commencer à discuter des centimètres carrés de tissu. Viens d'abord goûter ma Torah, viens goûter la Torah d'Eretz Israël. Peut-être après un mois de Torah, tu vas pouvoir découvrir que le tissu, c'est important.
mais c'est une étape qui est un détail pour moi. Alors donc vous acceptez tout le monde, filles, garçons, en pantalon. Non, j'accepte tout le monde qui accepte de vouloir réfléchir et changer. C'est-à-dire que si quelqu'un vient chez moi et qui n'est pas chômeur Shabbat, il ne sera jamais renvoyé. Moi aussi, quand je suis rentré à l'Yeshiva de Montreux, et je me rappelle les premiers mois... Vous n'étiez pas chômeur Shabbat. Je n'étais pas chômeur Shabbat. Et je n'étais pas chômeur Shabbat parce que je voulais ne pas être chômeur. Je rêvais de l'être, mais je ne savais pas. Je me rappelle très souvent quand je faisais une bêtise, je voyais toute la Yeshiva me regarder comme si j'avais une tâche énorme sur moi, et le Rosh Yeshiva qui me prenait par l'épaule. Il me dit, en plein Shabbat, David, viens, on va étudier tous les deux ensemble Révrouta. Qu'est-ce que moi je dois étudier avec le Rosh Yeshiva? Je venais de comprendre, je voulais faire une... Il m'a jamais reproché parce qu'il savait très bien que ma volonté c'était d'apprendre. Donc si quelqu'un il arrive et il me dit je suis tel que je suis, je veux pas changer, ça m'intéresse pas. Il y a suffisamment de programmes qui sont ouverts. Si quelqu'un il me dit je veux discuter avec toi, je veux pas changer, mais je veux discuter, il a tout à fait sa place chez moi. C'est ça, ne serait-ce que d'avoir envie de s'interroger sur qui on est, de se remettre en question, de s'ouvrir. Mais pas forcément en disant d'ores et déjà je vais tout changer, non, parce que c'est pas possible. Non. Mais ne serait-ce qu'avoir le désir, le goût de vouloir découvrir plus sur notre patrimoine, on va dire. Donc il a sa place chez vous, filles, garçons, pantalon, pas pantalon, religieux, pas religieux, à condition de respecter le minimum commun, on va dire. Voilà. C'est combien de fois, dès que mes élèves ils arrivent avant les fêtes, parce que je voudrais que dès qu'ils arrivent, d'abord je les prends chez Pépé et Mémé à Hebron, c'est le premier jour qu'on arrive là-bas. D'abord on va à la première ville juive de l'humanité, et on va faire les Slichot à Hebron, et lorsque je les mérite de les avoir le premier jour de Sukkot chez moi à la maison, ça fait déjà une tradition depuis 14 ans que ça m'arrive d'avoir plus de 50 élèves à la maison pour Sukkot. Je peux vous dire que je ne me rappelle pas un Sukkot où il n'y a pas eu un téléphone qui a sonné pendant le jour de Yom Tov. Et tout le monde qui regarde les yeux. Maintenant, moi, je suis habitué à ça. Et je vous promets que tous ces élèves qui ont ce téléphone qui ont sonné, je pense que rapidement, on va dire que plus de 90% sont sur mes mitzvot aujourd'hui. Mais une chose, je leur ai jamais demandé de le faire. Je leur ai enseigné à avoir le libre choix de choisir ce chemin. Alors, pour participer à ce programme qui est un programme Massa, il faut le préciser. Donc, on est touriste, évidemment. Il faut rester touriste jusqu'à la fin du programme. Bon, mais ça coûte cher, j'imagine, ce programme. C'est ça. Ça doit vous faire mal au cœur, vous qui venez avec cette histoire que vous venez de nous raconter. C'est pour ça que j'ai créé cette association. D'accord. Afin déjà, depuis mon existence, de pouvoir aider. Il y a beaucoup d'anciens élèves. Aujourd'hui, on a plus de 320 élèves qui sont avec leurs parents qui nous soutiennent et qui nous aident à payer des bourses à ceux qui ne peuvent pas. Parce que moi-même, j'étais dans cette situation. Exact. Lorsque j'ai un enfant en face de moi, c'est pas lui que je regarde, c'est moi-même. Et je sais c'est quoi la difficulté et la honte de demander. C'est pas toujours évident. Et comme je dis, pour l'instant, c'est le peuple juif qui t'aide. Et ce que je te demande pour rembourser ta dette... Demain, c'est toi qui aideras le peuple juif. C'est ça. C'est beau. Alors, Rav Mamou, donc c'est une école, on a dit, un programme, comme une espèce de méchina, un programme préparatoire. C'est une méchina. On a autant d'heures que toutes les méchinotes. Vous avez déjà eu dans vos rangs plus de 320 élèves, c'est ça Sur 14 ans. Voilà, ils étaient touristes et sur ces 320, il y a 295 élèves qui sont devenus Olim Khadashim et qui sont restés en Israël. Bon. Alors, les bourses Massa, on peut en parler ou pas ? Aujourd'hui, bien sûr qu'on peut en parler, puisque c'est le problème, je pense que de tous les programmes actuellement Massa, on est dans une situation compliquée, extrêmement compliquée. Et je pense que c'est même un coup de couteau dans le dos qu'on a reçu à l'Aliyah de France. On peut essayer de comprendre pourquoi ? Parce que les bourses ont diminué, c'est ça ? Non, ils n'ont pas diminué, ils sont restés, mais ils sont calculés de façon différente. Jusqu'à maintenant, les 14 dernières années, chaque famille pouvait recevoir une bourse entre $500 et $10 000 pour payer son année, en fonction des revenus. La vérité, et ça je parle aussi en tant que directeur de Lucien Duhirsch, pendant 4 ans j'étais directeur et je vois les mêmes commissions de bourse dans les écoles. On a une communauté qui a beaucoup de difficultés à donner et toute la journée en train de demander. Je vois dans les écoles, tout le monde demandait des bourses, même des gens qui n'avaient pas besoin de bourse. Donc Massa, a vu que chaque fois qu'il y avait un dossier de bourse qui était fait, il y avait toujours, tant qu'on n'a pas le maximum de la bourse, il y avait des appels des parents. Et en fait, j'ai perdu mon travail, je me suis mis en congé de maladie. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Alors parfois c'est vrai, parfois moins. On va dire très souvent moins. Donc ce qui fait Donc Massa, ce qu'ils ont décidé, ils ont essayé de reprendre aussi, de recalculer. Je ne suis pas tellement dans la politique interne de Massa, mais ce qu'ils ont décidé de la même somme d'argent qu'ils avaient, ils ont décidé au lieu de donner en fonction des besoins de la famille, ils donnent à tout le monde pareil. Tout le monde pareil. Alors moi, ce que j'ai calculé mes 14 ans de bourse, parce que c'est des fichiers Excel que je reçois chaque année de Massa, c'est très facile à faire le travail, il ne faut pas être pour ça dans l'économie. J'ai vu qu'il y a 80% de mes élèves en 14 ans ont reçu plus de $4 800. C'est la bourse qu'ils donnent actuellement. Donc aujourd'hui, dans l'ALIA qu'on va se retrouver cet été au mois de juillet, on attend les résultats le 5 juillet du baccalauréat en France. Normalement, il n'y a que 20% des élèves
qui pourront se permettre de payer leur année de Mechina dans tous les programmes Massa en Israël. C'est un gros problème pour tous ces jeunes qui ont envie de monter en Israël et pour qui ça coûte vraiment très cher. Deuxième problème qu'il y a de la communauté juive de France aussi, c'est que les Américains, ils ont cette habitude de donner, et l'État d'Israël donne $1 pour $1. C'est-à-dire que tout dollar que la communauté juive donne dans un pays, l'État d'Israël donne le double, et la communauté juive de France ne donne hélas pas du tout assez, puisque dès que je vois même en tant que rave, dès qu'on vient me voir, quels sont mes droits pour monter en Israël, et moi je réponds en tant que rave, un juif qui monte en Israël, dès qu'il arrive, il n'a pas des droits, il a des devoirs. D'abord, fais tes devoirs, et effectivement, pour aider à respecter tes devoirs, on va te donner certaines aides. Mais ne sois pas tout le temps demandeur. Et la communauté juive de France, hélas, ne donne pas assez. Moi-même, je me suis tourné depuis le mois de février, j'étais énormément sur la France, dans beaucoup d'organismes français. Ils me disent, non, on ne s'occupe pas d'Israël. Je dis, mais moi, je m'occupe, mon association est française. On est une association Tikva qui n'est même pas enregistrée en Israël. Je m'occupe des jeunes que de la communauté juive française et je leur donne, ils restent français jusqu'au bout. C'est-à-dire ils ont la possibilité de revenir. Donc on aura entendu votre appel, j'imagine, pour aider ces jeunes à venir participer à votre programme. J'imagine que d'autres, vous l'avez dit d'ailleurs, d'autres programmes de préparation à l'Alia sont dans le même cas que vous, puisque les bourses Massa ont un peu modifié leurs calculs et donc du coup les familles en difficulté sont-elles les plus touchées dans ce changement de calcul en fait. C'est ça, et c'est pour ça que moi j'invite les gens qui n'ont pas la possibilité par leur choix de ne pas venir d'abord servir leur peuple au sein de Tsahal ou de venir servir le peuple par un volontariat. Dans mon programme Tikva, dans les 10 mois, il y a 2 mois de Magen David Adom où mes jeunes tous les jours, 8 heures par jour, c'est une façon de donner. Alors si vous n'avez pas, vous, la possibilité physique d'aller servir entre 18 mois, 3 ans ou 4 ans votre peuple dans Tsahal ou au Shirut Halaomi, au service national. Au moins participer financièrement. Au moins aider un jeune de la communauté qui veut faire le pas, mais qui se retrouve bloqué dans les situations, dans la communauté juive de France, parce qu'il ne peut pas se permettre de monter en Israël. Alors j'espère que votre appel aura été entendu. Juste pour terminer, un retour rapide sur ce que veut dire Tikva. Alors Tikva, c'est Torah, identité, volontariat et académique. Voilà. Tout ça, c'est les 4 piliers, on va dire, de votre programme. Voilà. La première partie, c'est 2 mois d'identité juive. Après, on a 2 mois de Yeshivat Esder. Les garçons, ils vont chez le Rav Zini à Haïfa, à Or Yeshua. Les filles, ils ont 2 mois de Midrasha avec moi. Après, ils ont 4 mois d'académique, 5 heures d'ulpan d'hébreu le matin et 5 heures de psychométrique l'après-midi. Et on finit par un volontariat de 2 mois dans les ambulances de Magen David Adom. Où est situé le programme Tikva ? À Jérusalem. Où ça ? Cette année, on était à Beit Vegan, dans le Holy Land, dans les grandes tours, au 26e étage. Et j'ai pas fait exprès de prendre le numéro 26, mais c'était une vue imprenable sur Jérusalem. Donc chaque année, ça change ? Non, c'est pas que ça change, ça dépend du nombre d'élèves. D'accord. Jusqu'à maintenant, on avait une 50aine d'élèves par an, donc j'étais au kibbutz de Migdal Oz. Okay. Cette année, il y a eu une chute terrible dans l'alliage, donc j'ai dû quitter le kibbutz. J'avais pas loué 50 lits, on n'était que 14. Et l'année prochaine, on est déjà 25 demandes, mais tout dépend maintenant des bourses. C'est-à-dire que l'Alia de France, ces 3 dernières années, elle a des gros problèmes. Financier. De tout. D'abord, ils voulaient plus monter. Maintenant que, vous savez, c'est comme dans Shirachirim, c'est entre Dieu et la princesse. Des fois, mon cœur balance. C'est ça. Des fois, c'est la communauté juive qui veut monter et Massa n'est pas là pour donner. Et des fois, Massa, ils veulent donner, il n'y a pas de communauté juive. On espère que cette année, tout le monde le Khatan va retrouver sa kala. Voilà, tout le monde va se retrouver. Alors, juste pour la petite histoire, programme mix. Donc, vous faites beaucoup de mariages aussi à Tikva. Je crois que vous avez marié 140 élèves inter-Tikva. Et hier soir, c'était le dernier. Hier soir, c'était le dernier mariage de la promo. Et j'en ai encore un demain soir. Voilà, donc on aura compris que le Rav Mamou est quelqu'un de très ouvert, riche de l'endroit d'où il vient, de son expérience, de son histoire familiale, de son histoire personnelle. Il essaye de transmettre en fait des valeurs d'Ahavat Israël, on va dire les choses comme ça. Parce que c'est très simple, quand je dis dans une famille, si les enfants n'arrivent pas à s'intégrer dans les grandes universités en Israël, moi j'appelle ça le tikkun chet hameraglim, la réparation de la faute des explorateurs. Les explorateurs, ils ont démoralisé le peuple. Et comme dit le Meiri, c'est que dans la fin des temps, il va falloir passer maison par maison. C'est pour ça que chaque élève, même en Guadeloupe, j'ai été les chercher jusqu'à chez eux à la maison. Oui, il y a des gens de tout. On ne l'a pas précisé, mais il y a des gens de tous les pays. Et je vais chez eux à la maison, parce que quand je viens voir les parents, je regarde dans les yeux, j'ai pas peur je cache pas mon jeu. Mon but, c'est de prendre 1 enfant, 2 enfants. Il y a beaucoup d'enfants cette année, c'est le 4e enfant de la famille. Et là, maintenant, je suis en train de m'occuper de l'Alia des parents. Parce que les parents, ils se retrouvent avec des très beaux appartements, des fois des très grands appartements, mais ils sont vides.
Et Baruch Hashem, ils ont tous leurs petits poussins en Eretz Israël. Non seulement j'ai fait les mariages, mais aussi il y a le service après-vente qui est les Brit Milot et tout ce qui se passe après. Et grâce à ça, on arrive à prendre des familles. J'ai vu que c'est très difficile de bouger une famille. Par contre, prendre des enfants juste à la fin de la scolarité... Vous faites peur, mais disons faire venir des enfants. Vous les prenez. Oui, il y en a beaucoup qui m'appellent le joueur de flûte. Je préfère directement je mets les cartes sur la table, je joue. Et je montre aussi aux parents que dans ces 14 ans, j'ai fait monter plus de 43 familles de parents de Tikva que je les ai aidés à monter en Eretz Israël. C'est-à-dire que le but, c'est pas seulement de prendre l'enfant, c'est de faire venir toute la famille et intégrer toute la famille. Pour que la famille puisse s'intégrer en Eretz Israël, il faut d'abord que les enfants, ils prennent racine. On envoie d'abord les enfants d'abord, ils commencent à avoir l'hébreu, les psychométriques, ils vont servir le peuple dans l'armée ou dans le Shirot Leomi, ils rentrent dans les plus grandes universités, j'ai des élèves dans toutes les universités israéliennes, chacun en fonction de son niveau, puisque je n'ai pas de restriction de baccalauréat, même un bac pro peut venir chez moi, ou des bacs S, j'ai des élèves qui ont fait médecine, il y a des élèves qui ont fait technion, de tout. Et je suis très fier même des élèves qui ont fait même il y en a qui ont fait des écoles de mode et même qui sont des photographes. J'ai vraiment de tout, et pour moi, je les mets tous au même niveau. L'essentiel, c'est qu'on fait à votre Hashem, qu'on a sa parnassa dans le kavod, dans le respect de l'autre. Donc, les parents, une fois que les enfants sont installés, vous pouvez pas imaginer que c'est beaucoup plus facile. Et je m'occupe énormément maintenant de parents qui veulent monter en Eretz Israël, de nos propres élèves. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci, Rav Mamou. Donc, vous étiez là pour votre programme Tikva, le retour aux sources. Une année préparatoire, donc après le bac, pour venir en Israël, découvrir les joies de la Torah, on va dire ça comme ça, mais dans une ambiance... La terre et le peuple. Voilà, la terre, le peuple. C'est un programme mixte, et religieux. On l'a dit, et en même temps religieux, ça promet. Voilà, merci d'être venu et à très bientôt, Rav Mamou. Merci beaucoup, Batsara. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.